Alors Mireille, vous naissez à l'aube de la Seconde Guerre mondiale et entre l'âge de 5 et 7 ans, vos parents vous confient avec vos deux frères à de la famille en Suisse. Vous êtes éloignés, presque abandonnés, sans nouvelles d'eux pendant 2 ans. Et quand vous retrouvez vos parents, votre mère, au retour de la Suisse, elle vous prend dans ses bras et vous la reconnaissez même pas. Ah non, bien sûr, mais c'est l'âge de l'oubli. C'est l'âge où, d'un seul coup, les choses foutent le camp. Et je reconnais pas ma mère, mais j'ai un besoin de l'aimer par-dessus tout. Je la trouve belle, mais belle à... je veux dire, je crois que j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau que ma mère. Et j'ai envie de lui dire combien elle me plaît, combien je suis sa fille et que je n'ai qu'une envie, c'est de lui donner tout l'amour que je peux lui donner. Sauf que vous n'avez pas assez d'amour en retour. Vous dites, je passais mon temps à l'aimer et à essayer de me faire aimer. Elle m'aimait à sa manière. Elle m'aimait à sa manière, mais peut-être aussi qu'elle ne pouvait pas m'aimer. Par la suite, Marco, j'ai douté de ma mère. J'ai pensé que mon père n'était pas mon père, parce que toute gosse, il m'appelait la bâtarde. Et quand j'ai commencé à comprendre que c'était qu'une bâtarde, je me suis dit, je ne devais pas être la fille de mon père. Donc, c'est vrai que si j'étais un accident dans la vie de ma mère, tout le monde était en état de souffrance. Mon père ne pouvait pas me supporter puisque je représentais une infidélité. Et ma mère ne pouvait pas m'aimer parce que c'était comme si elle aimait un autre homme à travers moi. Ce moment particulier de votre vie avec votre père, puisque vous en parlez maintenant, mais vous représentiez, oui, le symbole de l'infidélité, en tout cas c'est ce qu'il pensait. Oui. Et un jour, il vous emmène au grenier pour une mise en scène macabre. Il menace de se suicider et vous dit c'est à cause de toi, Mireille. Oui, il veut se pendre. Il veut se Il y pendre a à la une corde, poutre. il y a... Et il me dit c'est à cause de toi. Et moi, je dois à peu près avoir cet âge-là, c'est-à-dire 6-7 ans, 6 ans. Et je le supplie de ne pas faire ça. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu beaucoup de mots d'amour pour lui. Donc je pleure, je crie, je lui demande pardon. Mais j'en parle jamais ni à ma mère, ni à personne. C'est quelque chose que j'ai enfoui à l'intérieur de moi parce que on est dans des familles où on ne parle pas, on ne s'exprime pas, on garde tout. Mais c'est l'époque qui voulait ça. Vous avez fui tout ça. On va le raconter, évidemment. Le conservatoire, c'était votre façon de vous en sortir, Oui. d'exister, notamment en devenant célèbre. Est-ce que, quand vous êtes devenue une star, finalement, vous avez existé aux yeux de votre mère et de votre père? Moi, j'avais envie que ma mère me dise « C'est merveilleux, tu es extraordinaire, tu es merveilleuse », qu'elle me prenne dans ses bras, qu'elle m'embrasse, qu'elle me serre contre elle. Et ça, je l'avais pas. Donc... Vous l'avez même jamais eu? Non, je l'ai jamais eu, mais je faisais tout pour la déranger, pour la scandaliser même. Donc j'ai fait des photos nues pour qu'on lui dise « Tiens, j'ai vu Mireille, elle était nue ». Ça, c'est quand même quelque chose qui a dû l'énerver, qui n'a pas dû lui plaire. Enfin, c'était anodin, mais c'était ma manière à moi d'embêter un peu mes parents. On va vous voir dans un film qui a pas fait scandale, mais un film symbole de la femme libre que vous étiez devenue. Le film s'appelle Galia, sorti en 1966, réalisé par Georges Lautner. L'histoire d'une provinciale montée à Paris qui ne connaît pas de limite dans la séduction. Vous devenez un symbole sexuel et c'était aussi un message adressé à votre mère, pour la provoquer, comme vous disiez. Oui, c'était pour la provoquer.
Galia, c'était j'ai le droit au plaisir et j'ai le droit au choix du partenaire, comme un homme. C'était bien avant le féminisme. Ça donne ça. Quand vous êtes mariés, vous aimez? Au début, oui. Puis c'est détaché. Pourquoi? Vous êtes frigide? Non. Vous saute de temps en temps? Je crois que j'excite plus. Ça arrive. Et il cavale un peu partout? Et bien sûr, il ne faut pas divorcer. Non. Préférez vous enrhumer? Il rentre quand? Je sais pas. Demain ou après-demain. Il est parti avec une fille? Et c'est pour ça? Je vais m'étendre un petit peu. La fille libérée que vous étiez devenue, 1966, vous aviez quitté Toulon il n'y a pas si longtemps. Vous aviez tout transformé. Vous êtes devenue blonde. Oui. Là, vous étiez brune. Vous avez changé de nom. Oui. Vous êtes recréé une nouvelle vie, une nouvelle identité. Vous avez tout changé. Tout. Je me suis fait refaire le nez. Voilà. D'un seul coup, je trouvais une personnalité. Alors j'étais très marquée par les vedettes américaines, par Jean Harlow, par toutes ces nanas. Et j'avais envie d'être blonde comme elle, parce que je trouvais qu'elle transportait la lumière. Donc je me sentais beaucoup plus vivante, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus gaie. Et une vie de femme libre. On est donc avant, évidemment, Oui. votre rencontre avec Alain Delon. Mais vous le dites, hein, les hommes, comme dans Galia, vous les consommiez. Et c'est vous qui décidiez. Je me conduis comme un garçon. C'est moi qui mène les opérations. C'est moi qui décide. J'ai du désir, mais pas de tendresse. Je raccompagne l'homme que je me suis choisi. Je fais l'amour avec mon corps, pas avec mon cœur. Vous savez, Marco, ça, c'est des choses que je disais parce que, justement, il n'y avait pas beaucoup d'hommes dans ma vie à cette époque-là. Alors, je n'en disais plus que je n'en faisais. C'est dans votre livre autobiographique. Vous dites aussi dans votre livre, ça m'a réconcilié avec mon corps, le cinéma. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bien sûr, j'avais l'impression d'être maigre, d'être sans attrait. Et parce qu'à Toulon, aucun garçon ne m'avait regardé vraiment. Et là, d'un seul coup, les hommes s'intéressaient à moi. C'était vachement intéressant de voir ça. Ça, c'est donc 1966. Oui. Pour qu'on voit bien le chemin, pas si longtemps avant, quand vous arrivez de Toulon à Paris, les cours de théâtre, votre premier rôle, c'est un téléfilm, Haute-Claire, avec Michel Piccoli. Oui. Ça date de 1961. Vous avez 22 ans, Oui. très très différente Oui. de Mireille Gallia. Regardez ce que Oui. ça donne. Vous étiez encore Mireille et grosse, là. Pourquoi me reproches-tu d'être faible? Faible, non. Fragile. Je déteste que tu aies assez peur pour avoir envie de m'éviter. Ce sont les apparences. Il n'y a rien d'autre que les apparences. Et si un jour venait le mépris, la séparation, la honte? Tu n'y crois pas? Pourquoi les demandes-tu pour moi? Tu te dérobes encore. Je te regarde. Et si je tremblais moi aussi ce jour-là? Tu ne trembleras pas. Vois-tu, pour moi, l'amour, c'est toujours avoir raison. C'est un peu la guerre. Oui. On prend tous les risques et on gagne. Ma guerre. Qui porte un si beau nom. Le jour et la nuit, Mireille. Mais oui, mais là, c'est de la tragédie. Oui, enfin bon, même votre après, visage. j'ai attaqué la comédie. Hein. C'est plus léger. Votre amie Catherine Pancol, elle dit « Mireille guérit en permanence la petite fille qu'elle était ». Je suis pas sûre.
Non, je la cherche, la petite fille, en tout cas. Vous la cherchez, la petite fille? Je la cherche, mais... oui, elle a raison, oui, c'est vrai. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui vous a aidé à la trouver, cette petite fille Oui. que vous cherchez. Ça peut paraître incroyable à certains téléspectateurs cartésiens qui vont nous regarder. C'est une femme, journaliste à France Bleu Berry, qui s'appelle Patricia Daré. Daré, oui. Elle était cartésienne jusqu'à ce qu'elle se mette à entendre des voix et des messages. Oui. Elle est avec nous, Patricia Daré. Elle va nous raconter, vous allez nous raconter, ce moment crucial de votre vie. On est en 2007. J'ai fait le début de l'histoire, vous continuez et Patricia va nous rejoindre pour échanger. Alors, je traverse les Champs-Élysées. Et de l'autre côté des Champs-Élysées, il y a un écrivain qui est en train de téléphoner et qui me dit bonjour. Et je lui dis bonjour. Et puis il m'appelle, il me dit Mireille. Alors je lui dis oui. Il me dit je suis avec une amie qui voudrait vous parler parce qu'elle a un message pour vous. Et il me donne un numéro de téléphone. Et j'appelle dans la journée et j'ai Patricia Daré, qui est journaliste et qui est une femme qui reçoit des messages de l'au-delà. Vous l'appelez ma télégraphiste du ciel. Et là, elle me dit, est-ce que si je vous dis PB, ça vous dit quelque chose? Bien sûr, c'était Pierre Barret. Bien sûr que ça me disait quelque chose. Donc, voilà, j'ai tremblé de la tête aux pieds. Et Patricia est devenue une amie et quelqu'un de très important dans mon existence. Elle est avec nous. Patricia, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous. Je suis très émue d'être là ce soir. Moi aussi. Oui, vraiment. Je suis très, très émue de te revoir, Mimi, et vraiment de parler de ces choses-là ici. Ça me fait tout bizarre. Ces choses-là, c'est donc très particulier puisque vous avez mis en contact Mireille avec sa mère. Oui. 10 ans après la mort de votre maman, Mireille. Oui, bien sûr. Et à travers vous, je ne sais pas s'il faut dire elle a ou elle vous aurait, si on prend un peu de distance avec cette histoire-là, mais moi je vais être au premier degré, tel qu'en tout cas vous l'avez vécu vous, Mireille. Elle lui aurait fait l'aveu crucial que son père n'était pas son père. Oui, effectivement, ça s'est passé comme ça, et ça s'est même passé de façon, j'allais dire, assez violente. Je trouve aujourd'hui que c'était assez violent de la manière dont je l'ai dit. Et ce qui me surprend, et ce qui continue de me surprendre, c'est la force de Mireille dans la manière d'accepter cette chose-là. Je me souviens très bien que Mireille m'a demandé, a demandé à sa mère, puisque c'était à travers sa mère, est-ce que mon père, je crois que c'est Marcel, était mon véritable père? Et la réponse est non. Je me souviens avoir été surprise d'avoir donné cette réponse, surtout cette violence dans la réponse. Et ce qui est le plus surprenant, c'est ce qui est arrivé après, c'est-à-dire la découverte de l'autre père, le vrai père biologique, Edmond, qui va se présenter et qui va pratiquement fixer des rendez-vous à Mireille pour se raconter. Je dois dire que... À travers vous, Patricia. Oui, à travers moi. Je suis médium, donc les défunts s'expriment à travers ma bouche. Quelquefois, je ne m'en souviens pas parce que je dors un peu ou je disparais pendant ces conversations. Mais ce qui m'a toujours surprise, c'est que je me suis mise à la place de Mireille. Si on m'avait dit ça, je pense que j'en aurais fait toute une maladie. Mireille l'a accepté et elle a eu cette force et ce courage d'aller plus loin, c'est-à-dire d'aller dans l'investigation. Curiosité d'esprit, ouverture, de dire d'accord, mais si c'est comme ça, je veux en savoir plus. Et cette acceptation, cette manière de chercher la vérité, moi, m'a vraiment subjuguée. Je dois dire que c'était pas seulement de dire « Ah bon, c'est comme ça », c'est de dire « Oh, je veux en savoir plus ». Et à travers vous, Patricia, Mireille, vous avez également parlé, si on croit toute cette histoire, à votre père Marcel? Oui, je crois. Oui. Oui, je crois. Il y a eu Vous avez une parlé conversation. à votre mère? Oui. À votre père? Oui.
et à votre père biologique que vous avez découvert Oui. à travers Oui, bien sûr. Patricia. Oui, on a eu toute la famille. On a eu toute la famille, oui. Et Ce qui- c'est à travers ce moment important de votre vie, Mireille, que vous avez pu, comme vous me disiez au début de l'émission, d'une certaine manière pardonner. Vous avez remis tout ça en place grâce Grâce à Patricia, bien sûr. à Patricia. Bien sûr. Bien sûr, parce que je peux comprendre à ce moment-là la douleur de cet homme qui m'a élevée, qui m'a vu tous les jours devant lui, et qui et je représentais l'infidélité. Edmond, lui, il était parti. Il était parti en Indochine, à Phnom Penh, exactement. Donc, il est parti faire la guerre avec les Japonais. Et il nous avait parlé de certains bateaux qu'on a retrouvés dans les documents que j'ai été investiguer à Toulon. Donc, je veux dire, d'un seul coup, tout devenait normal. Avant de rencontrer Patricia, Mireille, vous étiez ouverte à tout ça ou vous Ouverte étiez à plutôt tout ça, hermétique? c'est-à-dire à la médiumnité? À cette dimension-là, oui, je ne sais pas si on peut appeler ça mystique, en tout cas médiumnique. Non, j'avais jamais vu de médium et je n'en ai jamais plus vu après Patricia. Je veux dire, Patricia est unique pour moi. C'est une rencontre unique. Je n'ai pas envie de continuer par la suite. J'ai avec elle... ça va au-delà maintenant de la médiumnité. Je veux dire, Patricia est quelqu'un que j'aime aussi profondément. Elle est devenue une amie. Donc, voilà, c'est tout. Ça a été une parenthèse dans ma vie. C'est pour ça qu'on voulait qu'elle soit là. Merci beaucoup, Patricia. Merci, Patricia. Merci infiniment de nous avoir raconté tout ça. J'ai quand même précisé que tout ça, vous l'avez fait, entre guillemets, enfin tout ça, vous l'avez fait bénévolement. Il n'y a pas une histoire d'argent. Ah, Il n'y a non. pas d'histoire d'argent, bien sûr que non. Bien sûr que non, avec personne jamais, d'ailleurs. Jamais. Jamais. Vous êtes journaliste professionnel Oui. et vous dites avoir ce don. Voilà, j'ai cette possibilité, on va dire. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il vous est arrivé de penser, Mireille, que cette histoire, comment dire, elle vous arrangeait bien, qu'on vous la raconte comme ça, que c'était peut-être pas la réalité, mais que ça vous a apaisé, c'était ça l'essentiel? Elle m'a apaisée, elle m'a oui, réconfortée, c'est vrai. Elle était... Je l'avais pressentie comme ça, et ça s'avérait être juste. Alors, c'est peut-être pas ça, hein. On s'est peut-être plantés toutes les deux, hein, avec Patricia, mais aujourd'hui, je suis en état d'acceptation totale sur tous les plans. C'est-à-dire que j'accepte mon père qui me traitait de bâtarde, comme j'accepte que Edmond ait été mon père et que je ne l'ai pas connu. Voilà, je suis en état d'acceptation. On a appelé pour préparer l'émission quelqu'un que vous aimez beaucoup, ami, co-auteur de votre livre, Lionel Duroy. Oui. Il nous a dit des milliards de choses formidables sur vous, lumineuses, inspirées par tout ce qui vous entoure. Et puis, il est revenu sur cette partie de votre vie. Oui. Il dit, moi, personnellement, je ne sais pas où est cette vérité. Oui, je sais. Je pense que Mireille ne veut pas être la fille de cet homme médiocre. La vérité est tellement insupportable qu'elle a dû faire péter les murs et se construire une baraque, parce que s'il n'y a plus de vérité, tout s'effondre. Et Mireille, la vérité, elle l'a vomi. Autrement dit, la vérité était tellement insupportable peut-être pour vous que vous préférez croire cette histoire-là, peu importe si elle est vraie. Je suis pas sûre non plus. Mais aujourd'hui, c'est mon histoire, voilà. C'est mon histoire et je l'accepte comme elle est. Et si c'est pas tout à fait mon histoire, je l'accepte aussi. Je suis pas dans les regrets, je suis pas dans les... j'ai pas envie d'aller plus loin. Ça vous va? Mais ça a été un grand moment dans ma vie, en tout cas. Un mot là-dessus, et puis on va continuer. On a tellement de choses à se dire, Mireille. Vous avez accepté cette dimension-là, parler avec l'au-delà. Vous êtes croyante? Alors, je suis plus spirituelle que croyante. Petite, vous vouliez être bonne sœur quand même à un moment. Oui, oui, bien sûr, c'est vrai. mais aujourd'hui, je veux dire, ça s'est beaucoup ouvert pour moi. Je veux dire, je suis quelqu'un qui... Je me sens en communion avec beaucoup plus de choses. Je me sens en communion avec les arbres, je me sens en communion avec les planètes, avec
avec les animaux. J'ai vraiment l'impression de faire partie d'un tout. Vous avez vécu des tas de choses qui aussi vous ouvrent à tout ça. Oui. Par exemple, en 2013, vous avez été à nouveau opéré du cœur. Oui. C'était pas du tout anodin. Vous aviez 75 ans à l'époque et Oui. vous avez passé 17 jours en réanimation. Et là, vous avez eu comme une expérience de mort imminente. Vous avez vu Pierre Barré. Il vous a dit ne pars pas. Pendant toute l'opération, j'ai eu l'impression de ne pas être seule et d'être avec lui. Il me disait des choses très belles, il me parlait d'amour, il me parlait de moi. C'était très, très chaleureux, c'était très reposant aussi. Et en même temps, j'ai fait beaucoup de cauchemars pendant ce réveil aussi. Donc ce réveil a été plutôt difficile, mais aujourd'hui, quand on vous opère, on vous donne beaucoup de médicaments pour vous endormir, pour que vous ne souffriez pas. Donc j'ai peut-être été un peu abusée par ces médicaments, mais j'ai eu l'impression de faire une NDE, de partir dans un autre univers, d'être happée ailleurs. Quel rapport vous avez avec la mort, Mireille ? Alors, quand j'ai su que j'allais être opérée du cœur, j'ai eu très peur, parce que je me suis dit que, vu l'âge que j'avais beaucoup de chances de pas revenir. Et puis, tous les jours, j'y ai pensé. Tous les jours, je me suis mise dans la situation où j'allais mourir. Et petit à petit, il y a un état d'acceptation qui est arrivé. Et dans cet état d'acceptation, il y a eu un jour où il y a eu de l'indifférence. Donc je suis partie simplement en me disant, si je ne reviens pas, c'est Pascal qui sera très très malheureux. C'est à lui que je pensais. Voilà. Ça, c'était donc il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il faut dire que les opérations du cœur, vous connaissez. La première opération, c'était le 7 mars 1980. Oui. Elle était plus Opération à cœur facile. ouvert. Elle était plus facile. Oui, les mais deux. c'était plus risqué parce que c'était il y a 35 ans malgré tout. Oui, bien sûr. Le professeur Cabrol Oui. vous opère. Oui. Déjà, on va commencer par ça. On va vous voir, vous et lui, dans une émission de Patrick Sabatier que je préparais à l'époque. Mireille, pour vous. Monsieur le professeur Cabrol. Je dois dire d'abord qu'à chaque fois que je rencontre Mireille, je suis envahi d'une extraordinaire émotion. Parce qu'elle me fait comprendre pourquoi j'aime mon métier. Parce que c'est tellement formidable d'avoir la chance de pouvoir apporter à quelqu'un qui souffre la joie et lui redonner la possibilité de vivre comme Mireille le fait. Parce que c'est un exemple merveilleux, Mireille. Oui, c'est parce qu'elle souffrait. Et mon ami, le professeur Gorgoja, me l'a recommandé pour qu'on lui répare son cœur. On ne peut pas opérer quelqu'un sans l'aimer, sans avoir une réaction sentimentale. Parfois, le haïr, il y a des moments de l'opération où c'est difficile et il y a des sentiments très complexes. Mais il y a un rapport sentimental fantastique. Alors, avec Mireille, bien sûr, d'abord, ça a été immédiat. Il y a eu un contact immédiat. Elle a compris ce que ça serait. Elle a été tout de suite d'accord. Elle a suivi à la lettre tout ce qu'on lui a dit. Enfin, ça a été une malade merveilleuse. Hein. Ça, on n'en rencontre pas souvent comme ça. C'était la conséquence, cette opération du cœur, d'angine mal soignée. Mal soignée. Dans votre enfance. Voilà, la précarité. Ma mère ne savait pas qu'on donnait des antibiotiques et puis il n'y avait pas beaucoup d'argent à la maison, donc elle me soignait avec des infusions. Et c'est de là que j'ai eu un rétrécissement d'artères et puis par la suite, vous pouvez plus avancer. Vous êtes condamné à être opéré ou à mourir. Ça vous va si je vous dis que vous êtes une forme de survivante, Mireille ? Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai.
qui a pris une énorme revanche sur tout ça, une revanche sur la vie, la revanche d'une blonde, ça vous va si je vous dis ça aussi? C'est gentil de ne pas dire une fausse blonde. Audiard dirait une blondasse. On va s'arrêter juste pour le plaisir. Cette image, on l'a vue 50 000 fois, mais l'extrait de la blonde de dos avec cette robe incroyable, le grand blond avec la chaussure noire, juste pour le plaisir. La revanche de la fausse blonde avec un décolleté, mais de dos, magnifique, Mireille. Merci, merci, merci. Bonsoir. Bonsoir. Ça s'est bien passé, le concert? Mes amis viennent de partir. Oui, ce sont d'horribles couches-d'eau. C'est peut-être moi qui arrive trop tard. Pas du tout. Je vous attendais. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Champagne, whisky? Cognac? Je veux bien un petit peu de champagne, mais c'est magnifique. Ici. Oui, il y a de belles pièces. Un piano Chirac. Ce n'est qu'une partie de la collection, le reste est dans la cave. La cave? On ira y jeter un coup d'œil tout à l'heure si vous voulez. Essayez-vous. Pas là. Venez plutôt sur le canapé, vous serez mieux. Sexe symbole. Oh, Pierre est formidable aussi parce qu'il me met en valeur. Vous côtoyez Lautner, Lino Ventura, Audiard, vous devenez leur coqueluche, et vous êtes l'une des rares femmes à être acceptée dans leur groupe d'hommes misogynes. Comment vous arrivez à concilier, à l'époque, sexe symbole, bonne copine? Je pense que je me suis conduite comme un garçon aussi avec eux. Bien sûr, je n'avais pas des robes comme ça devant eux, mais je me suis conduite comme un garçon. Je les écoutais, je les valorisais, je m'amusais avec eux. Je n'ai jamais joué à la nana, j'ai jamais fait de caprice. Donc, j'ai été légère. Aucune relation ambiguë avec eux? Ah non, aucune. Non, non. Ah non, ils étaient trop vieux pour moi, hein, attendez. Audiard, finalement, il parle très très bien de vous. Oui. Dans l'archive qui va arriver, vous êtes tous les deux, et on comprend bien la Mireille de cette époque-là, la bonne copine qui s'est reconstituée une nouvelle famille, hein, finalement. Je dois dire, quand on voit ta bibliothèque, alors là, c'est là qu'on voit que tu nous épateras toujours. Pourquoi Kafka, Monterland, Stendhal... Camus, et j'en passe. Moi, je m'attendais plutôt à trouver le Marquis de Sade et le Kama Sutra illustré. Il est là. Ah, bien. Mais dis donc, il y a des chouettes rôles dans tout ça, quand même. Oui, moi j'aimerais bien faire philosophie dans un boudoir. Oui, je te vois assez. Oui. Et puis j'aimerais bien un jour qu'on m'écrive La femme d'Astérix. Oui, mais nous, alors je vais te dire, les femmes de Gaulois, ça nous fait bien rire, mais c'est pas là-dedans qu'on te voit. Quand on pense à toi, on te voit plutôt dans des pétasses que dans des Gauloises. Bah alors, tu vois, la dame aux camélias, mettons. J'aimerais bien le faire, mais en moderne. Ah, parce que la dame aux camélias, tu la prends pour une femme du monde. Ah, je t'avais... Ah, bah c'est bien, monsieur Audiard. On voit que ça marche pour moi, hein. Je vois que je devienne vedette parce qu'on commence à me soigner, hein. Et tu vas nous régler au plat. Tiens, viens t'asseoir là. Le cinéma, c'est quand même pas la mauvaise vie. Non, hein. Dis, tu veux une orange? Ah, dis, tu vas pas me faucher une réplique qui m'a demandé 6 mois de boulot. Vous avez fait beaucoup de films avec lui. Avec Lautner, j'ai fait 13 films. Audiard, j'ai dû en faire peut-être un peu plus parce que j'ai été son interprète quand il est devenu metteur en scène. Et donc j'ai dû en faire 14 avec Michel Audiard. Il y a des affiches incroyables, évidemment. Tout ça aussi, c'est loin, Mireille? Oui, c'est très loin. Bah oui, je sais. C'est très très loin. Je les ai pas à la maison, les films non plus. Je les ai pas gardés. Mais je suis contente hein, de voir les affiches là passer. Mais c'est derrière. Oui, c'est derrière. On a déjà évoqué ensemble, Mireille, beaucoup de choses. C'est impossible, évidemment, de ne pas vous parler, de la Mireille qui a une empathie très particulière, un lien très particulier avec le public. Comment vous l'expliquez d'abord, ce lien?
Je pense qu'il y a une grande sincérité de ma part et que ça, le public l'a toujours ressenti. Quand le cinéma n'a plus fonctionné pour moi, ni la télévision, on m'a proposé de faire des documentaires. Et là, j'ai pris tellement de plaisir à faire les films que j'ai faits que ça m'a redonné une autre dimension. C'est-à-dire que j'ai continué à faire un boulot, à faire un travail et à exister d'une certaine manière, à ma manière à moi. Ce que j'aime dans mes documentaires, c'est que c'est moi qui vais à la recherche des autres. C'est moi qui ai un contact direct avec la souffrance des autres. C'est souvent ça, c'est la souffrance, vos documentaires d'ailleurs. C'est ce qui vous intéresse. En fait, j'ai fait de la thérapie à travers mes documentaires. Je ne suis jamais venue sur un canapé. Un vrai divan, ouais. Mais j'ai fait 12, 13 films qui sont chacun, si vous voulez, j'ai abordé des peurs que j'ai en moi, des peurs profondes, c'est-à-dire l'enfermement, le pardon, à quel moment on arrive à pardonner, qu'est-ce que ça dégage quand on pardonne. J'ai fait des documentaires sur comment on devient religieuse, comment on retrouve Dieu, enfin, toutes des choses qui pour moi m'interpellent. La mort aussi, évidemment. La mort, oui, la mort, bien sûr. Et la prostitution comme celui-là. La prostitution, j'en ai fait 2. Si on pouvait rêver. Mon rêve, ce serait de pouvoir accepter ma vie, mon passé, mon présent, le futur. Pour l'instant, je ne pense pas. Et d'être aimée évidemment par quelqu'un qui voit pas que j'ai été une prostituée. Et... Par rapport à la drogue, pourquoi il y a autant de prostituées qui se droguent ? Je crois qu'on est tous appelés à prendre un produit quelconque, que ce soit de la drogue, de l'alcool, des cachets. Vous en avez pris ? Oui. Vous en prenez encore ? Non, j'ai arrêté. Parce que c'est tellement dur de se voir faire les choses à des types qu'on trouverait repoussants en dehors de la prostitution, dont on n'a vraiment pas envie, quoi. Ouais, c'est la souffrance de ces femmes. Moi, j'arrive à comprendre leur ressenti parce que c'est des souffrances que j'aurais pu avoir. Je sais ce que ça mobilise. En tout cas, vous créez des vrais liens, ce n'est pas des liens de télévision. Pascal, votre mari, nous a raconté une chose. Vous êtes en train de tourner, vous avez tourné un documentaire sur la précarité des femmes dans la rue, des femmes SDF. Oui. Et il vous a surpris à la maison, en train de laver chez vous le linge d'une SDF que vous suiviez pour le documentaire. À 6h du matin, j'ai été chercher le linge d'une femme qui toute la journée a 2 petits sacs à la main et trimballe sa vie. J'ai été chercher tout ça, je suis rentrée à la maison, j'ai tout lavé et à 2h de l'après-midi, je la retrouvais parce que je la filmais dans un musée où elle allait regarder une exposition et je lui rendais son linge propre. Donc voilà, mais c'est normal, moi j'ai de quoi laver le linge à la maison alors qu'elle n'a rien. Ce rapport à l'autre, il passe aussi dans votre écriture. Évidemment, on a soumis une de vos lettres à notre graphologue. Oui. Elle l'a analysée, on va terminer l'émission avec ça. Et vous allez voir ce qu'elle en dit. C'est une petite écriture, fine, sobre et claire. Et donc ça traduit tout de suite une intelligence rationnelle, un grand souci de rigueur, de précision et un besoin de fonctionner tout en nuances, avec beaucoup de pudeur aussi. On le voit beaucoup avec la marge de droite aussi qui est importante, comme un espace entre elle et autrui. Comme si, malgré une capacité d'être attentive à l'autre, de l'écouter, d'être réceptive, elle veut aussi préserver son jardin secret.
Un espace laissé en friche, car c'est une personne qui a sans doute besoin de reprendre souffle par des moments de solitude, de méditation, d'être plus en retrait, en fait, pour laisser un espace pour elle, à ses rêves, à ses attentes et à sa créativité aussi. C'est un profil d'écriture, en tous les cas, on aurait envie de la recruter un peu comme une éminence grise, à qui on va demander des conseils. C'est vraiment une personne très vraie, qui cherche pas du tout à en rajouter, en fait. Elle savait pas que c'était vous au début, hein? Ah bon? Ça a changé quand elle a su que c'était moi. Bon. Elle ne s'est pas projetée sur votre image, c'est ce que je veux dire. Bon, mais c'est vrai, les distances aussi. C'est vrai que c'est aussi une manière pour moi de me protéger, c'est vrai. En faisant ces documentaires, j'ai appris à ne pas rentrer complètement dans le sujet, mais à être un tout petit peu en retrait, d'avoir une distance. J'ai pas envie de me laisser envahir, submerger par la tristesse, par l'angoisse. Mais ça vous arrive quand même? Ça m'arrive, mais ça se balaie. Quand elle disait tout à l'heure méditation, c'est vrai que moi je suis pas quelqu'un qui médite, mais je suis quelqu'un qui m'absente. Tout le temps. Je suis ailleurs. Je suis en train de regarder un arbre, je suis en train de lui parler. Après, je vois quelque chose d'autre. Je suis toujours en train d'être ailleurs qu'à l'endroit où je me trouve. Ce soir, vous étiez là, et bien là, Mireille. Oui. Je vous remercie. Vous nous avez dit beaucoup de choses. Merci à vous. On va débriefer tout ça ensemble quelques instants. Bonjour. Il valait mieux que je vous vois pas, parce que c'est pas facile. Si les gens qui ont regardé cette émission ne savaient pas pourquoi ils vous aimaient, je pense qu'ils l'ont compris. Je demande pas non plus qu'ils m'aiment. J'aimerais tellement qu'ils s'aiment entre eux déjà. On est dans une vie où on juge tout. Et le jugement est quelque chose de terrifiant. Il faut accepter. L'acceptation est quand même une grande chose dans l'existence. Mais comment, on va pas refaire l'émission, non. Vous en êtes arrivé là, arrivé à accepter, arrivé à lâcher le ressentiment? Je pense que c'est mes documentaires qui m'ont amené à ça. D'un seul coup, je me suis rendu compte, mettons, que dans la recherche du pardon, je confondais pardon et puis il y avait un truc qui m'échappait et j'ai compris que c'était la victimisation. On se sent souvent victime, mais victime de quoi? C'est-à-dire qu'on se décharge, on dit c'est pas de ma faute. Et à la minute où on dit c'est pas de ma faute, et moi ça m'a fait faire, mais alors un pas gigantesque dans la vie. Si, c'est de ma faute aussi. Je suis responsable de moi. On est tous responsables de soi. Mais vous avez bien des défauts, Mireille? Oui. Quoi? Oh, j'en ai plein. Ben, je sais pas, mais on les a pas abordés. Mais si, mais têtu. Allez, faites-moi une petite liste. Un peu têtu, voilà. Oui, mais enfin, ça va. Un peu rancunière, je pourrais l'être, mais c'est vrai que je travaille là-dessus justement pour déblayer, pour ne pas rester sur des choses insignifiantes la plupart du temps. On a raconté toute l'histoire. Oui. Mireille d'Arc est réconciliée avec Mireille Aigrose. Oui. Mais aujourd'hui, je m'appelle Mireille d'Arc. On va terminer par notre phrase habituelle. Vous la complétez. Ça commence par Mireille d'Arc, oui. Pour vivre heureux. Vivons à fond. Vivons à fond. Oui. Ça, c'est efficace, ça vous ressemble. Voilà. Merci, Mimi. Merci, Marco.